tous, donc je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je remercie les organisateurs pour leur accueil et pour l'organisation. Alors je tiens juste à préciser, effectivement, comme vous l'avez dit, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychanalyste, etc. Je suis vraiment, je suis sociologue et je suis aussi docteur en sciences de l'information et de la communication. Donc voilà, je voulais aussi effectivement cadrer sur ma formation. Donc venons-en au cœur de mon intervention. Donc elle s'intitule. Alors je vais beaucoup bouger aussi. C'est que je bouge beaucoup. Ouais, je vais te tenir. Voilà, j'ai besoin de bouger, je suis une hyperactive. Ouais, peut-être me mettre debout aussi, ça ne m'ennuie pas, mais j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de prendre de l'espace. Comme les robots. Donc je disais, mon intervention s'appelle « Les robots peuvent-ils changer la pratique des soins ?» Donc effectivement, les robots, eh bien, ils sont bien là. Donc aujourd'hui, les robots, ils commencent à investir régulièrement notre quotidien, de nombreux secteurs de l'économie et de la vie quotidienne, et ils sont environ plus d'1 million à fonctionner de par le monde, et les ventes mondiales sont estimées à 400 000 en 2018. Donc vous voyez bien que les robots sont déjà présents, investissent. Ça ne se voit peut-être pas, mais ils sont effectivement bien là. Donc certains sont dotés de caractéristiques psychiques et psychologiques proches de l'être humain, et puis certains peuvent avoir des attitudes et des comportements humains à y répliquer au mieux les interactions humaines, ce que vous venez de dire en introduction. Donc les robots font bien partie de notre quotidien. Je peux citer les robots industriels, les robots agricoles, les robots sociaux, les robots aspirateurs, les robots tondeuses, et puis bientôt c'est la période de Noël. Regardez dans les magasins, je ne fais pas de publicité pour les chaînes de magasins, mais regardez, il y a un robot qui marche bien, qui est la première vente de jouets, c'est le robot Cosmo. Donc vous voyez que ces robots commencent à investir dans notre quotidien. C'est un petit cube. Là, il bouge, etc. Il peut apprendre à vos enfants à programmer, il peut apprendre à parler, il peut les aider à faire leurs devoirs, etc. Donc voilà, c'est un jouet qui se vend très très bien à Noël. Donc allez l'observer dans certaines chaînes, il y a des petites animations sur ce robot. Donc cette évolution, effectivement, puisque c'est une évolution, elle nous oblige à nous interroger et puis aussi à concevoir, je pense, on a parlé effectivement des risques, les robots vont offrir à la fois des risques et des opportunités, et il faut aussi réfléchir à une nouvelle éthique qui va intégrer les machines comme des partenaires affectifs. Donc je vais citer aussi, parce que je suis, Glenn l'a dit, je fais partie du CEREV à l'université de Caen, mais je suis aussi partie de l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots, qui a été créé par quelqu'un que vous connaissez certainement, je pense, créé par Serge Tisseron, et puis Frédéric Tordeau. Donc notre institut a pour objet l'étude des relations avec différents objets ou différents objets de nouvelles technologies, comme les robots, la réalité virtuelle. On va avoir une sorte d'hybridation numérique et de robotique, on pense aussi aux transhumains, on pense aux post-humains, etc., etc. Donc notre institut se préoccupe sur ces questions, sur de nombreuses questions soulevées par le développement, en particulier la robotique, dans les institutions spécialisées. Et voilà, qui va aussi se développer dans l'ensemble de la société. Donc la relation qu'on va nouer avec ces machines est en effet appelée à devenir centrale, puisque nous allons interagir avec elles comme avec des êtres humains, tout en sachant que ce ne sont pas des êtres humains. Donc il est temps de réfléchir à une nouvelle éthique, de réfléchir à cette évolution. Donc les questions qui vont guider un petit peu ma présentation. Ah oui, je vous ai mis aussi le lien si ça vous intéresse de voir ce que fait l'Institut. Vous avez tous les membres actifs, et puis aussi on a une newsletter où par exemple moi je publie régulièrement sur les nouveaux robots en santé mentale, etc. Donc, et puis des questions aussi qui touchent aussi à l'éducation des écrans. Donc les questions qui vont guider ma conférence sont celles-ci. On va aussi déjà s'intéresser à faire prendre connaissance avec les robots. Parce que je pense qu'il est important, avant de les présenter en santé mentale, de définir ce que j'entends par robot. Parce qu'il n'y a pas un robot, mais il y a des robots. On va aussi s'intéresser à la culture. On va voir aussi que les représentations du robot sont issues de la culture. Et puis, vous pensez de tous les films de science-fiction, Terminator, etc. D'ailleurs, il y a Terminator 3. J'ai beaucoup de publicité dans ce cinéma. Donc, issues de la culture. Et on peut se demander si elles sont proches de la réalité ou si c'est vraiment de la fiction.
Et puis un point aussi, vous avez vu, là on a une main robotique, on peut se demander aussi si un robot, pour être robot, doit-il être humanoïde, s'il doit avoir une corporéité humaine. Et puis la question aussi que vous vous posez certainement, j'espère, c'est quoi un robot? Qu'est-ce qu'un robot? Alors, je vous rassure, j'ai de longues discussions très très intéressantes avec des cybernéticiens, informaticiens, spécialistes de l'IA, et déjà entre eux, ils ne sont pas d'accord sur la définition d'un robot. Donc j'ai essayé un petit peu de faire le tri et puis de proposer une définition un petit peu consensuelle, mais qui peut être effectivement certainement critiquée par les informaticiens. Et puis on va essayer aussi de voir quand a été conçu le premier robot. On va aussi se poser la question, un robot pour être robot, doit-il ressembler à un homme ou à un vivant parlant pour reprendre le genre? Et puis, il est aussi important de savoir, de se poser la question, est-ce qu'il existe un portrait robot du robot? Est-ce qu'il y a un type universel du robot? Est-ce qu'il y a un design différent? Est-ce qu'il y a un usage robotique différent dans les pays? Et puis, on terminera par ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est qui sont ces robots? Que sont plutôt, je préfère peut-être dire, que sont ces robots qu'on utilise dans les hôpitaux français. Alors je tiens à signaler que ce que je vais présenter comme robots à la fin de la conférence, ce sont les robots qu'on utilise dans les hôpitaux français. Ce ne sont pas des tests, ce ne sont pas des robots qui sont dans des laboratoires. Parce que dans les médias, on vous présente beaucoup de robots. Alors c'est formidable, ils savent sauter, courir, etc. Mais en fait, au quotidien, ils ne sont pas là. Ils sont encore dans des laboratoires et ils ont beaucoup de problèmes techniques. Donc on se limitera effectivement aux robots qui sont vraiment utilisés dans les hôpitaux français. Donc je vous propose ce plan. Donc, première partie, vous avez dit robot au pluriel. Deuxième partie, une représentation universelle des robots. Je vous essaierai de voir s'il y a un portrait robot des robots. Et puis on terminera par des robots au chevet des patients français. J'insiste sur ce point. Ce sont des robots opérationnels que l'on retrouve dans de nombreux hôpitaux. Donc première partie. Donc les premières idées de la créature artificielle, elles ne sont pas récentes. Elles sont issues soit de la mythologie, avec Pygmalion et Galatée, des légendes écrites avec les récits de Gilgamesh, etc. On a aussi avec la religion, avec le golem. Donc là, je vous ai mis un petit schéma pour voir un petit peu l'évolution de ces créatures artificielles. Et puis, dès l'époque médiévale, vous voyez, vous avez un chevalier armure animée. C'est au XVe siècle, Léonard de Vinci a construit en quelque sorte, alors on ne sait pas trop, il y en a qui disent que c'est le premier robot, moi je ne suis pas vraiment d'accord avec cette définition, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Je considère plus que c'est un chevalier armure animé, mais pour l'époque c'est extrêmement fabuleux en quelque sorte, c'est que ce chevalier il était capable de coordonner les mouvements de ses bras, de ses jambes et de sa mâchoire. Et puis les automates vont apparaître en Orient, au XVe siècle au Japon, et on constate qu'il y a des petits automates qui étaient serveurs de thé, voilà, donc sur l'air et d'eau. Après, les automates vont se diffuser aussi dans les cours royales d'Europe pour arriver au XVIIIe siècle et se développer. Et au XVIIIe siècle, je ne sais pas si vous connaissez le canard digérateur de Jacques de Vaucanson. Il est assez connu, donc c'est un canard qui était mécanique, qui pouvait boire, se nourrir, capter, digérer sa nourriture et même déféquer. Après, on s'est aperçu, bien des années plus tard, qu'en fait, c'était un subterfuge, qu'il y avait un humain dans le canard. Donc, c'était pas vraiment un robot. Mais bon, on va rester sur cette légende et considérer que c'était quand même un fameux canard mécanique. Et puis, au XXe siècle, là où j'ai mis le rond jaune, tout s'accélère. Avec l'évolution de l'électronique qui va annoncer la fin des automates. Et le premier à employer le terme de robot est Karel Čapek, qui est écrivain et dramaturge tchèque. Et il utilise le terme de robot dans une pièce de théâtre. J'ai un problème avec la souris qui... voilà. Ouais, on va peut-être la retirer parce qu'elle est aussi très active. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Donc, au XXe siècle, dans sa pièce de science-fiction, il va inventer le mot robot à partir d'un mot tchèque qui veut dire esclave, qui signifie corvée et esclave. Et puis, dans cette pièce, le terme robot, c'est important quand même de comprendre que dans la représentation du robot que nous offre cet auteur, c'est plutôt un cyborg. C'est-à-dire que c'est un être bionique qui est à la fois constitué de parties organiques et de parties artificielles. Donc son idée est quand même moins du robot, et il est plus proche de ce que j'ai cité, du golem, etc. Donc le concept de robot s'est véritablement répandu à la fin des années 1950. Plus vite.
à la fin des années 50, au début des années 60, et puis évidemment c'est l'industrie automobile qui est en pleine expansion, où les robots industriels vont devenir les assistants des travailleurs en usine. Donc au milieu des années 70, l'ordinateur entre en scène et révolutionne la robotique, et l'essor de la robotique est important au XXe et au XXIe siècle grâce aux progrès faits dans de nombreux domaines que j'ai cités tout à l'heure, la mécanique, les mathématiques, la cybernétique, l'électronique et l'informatique. Et puis je vous ai trouvé un petit peu pour marquer le point important quand même sur l'évolution des robots. Il y a un spécialiste, Stan Gibilesko, qui en 2003 distingue 5 générations de robots. Donc je vous ai fait une frise pour visualiser ces idées. Donc avant 1980, on avait des robots de première génération. Donc c'était des robots mécaniques qui étaient stationnaires, précis, rapides, physiquement robustes et basés sur des cerveaux-mécanismes qui n'utilisaient ni capteurs ni intelligence artificielle. C'est vraiment les bras industriels que vous avez peut-être connus ici dans les usines Moulinex par exemple. De 1980 à 1990, on a les robots de deuxième génération qui sont contrôlés par des microprocesseurs qui étaient programmables et incluaient des systèmes de vision ainsi que des capteurs tactiles de position et de pression. On a la troisième génération à partir de 1990, donc là ce sont devenus des robots qui deviennent mobiles, autonomes, capables de reconnaître et de synthétiser la parole et qui vont intégrer des systèmes de navigation et de télécommande de l'intelligence artificielle. Et puis je vous ai mis demain, alors demain on aurait pu mettre aussi aujourd'hui et demain. Donc ici Stan Gibilesko soutient que les quatrième et cinquième générations des robots, ce sont les robots pensants. Ce sont les robots de l'avenir qui vont être capables, par exemple, d'acquérir et de produire certaines caractéristiques humaines, comme le sens de l'humour. Et d'ailleurs, il y a une grande chercheure, une informaticienne, qui s'appelle Laurence de Villers, qui travaille justement à créer des robots avec ce sens de l'humour. Donc ce n'est plus de la science-fiction, et c'est plus demain, c'est aujourd'hui. Donc vous voyez bien que le début du XXe siècle, voit apparaître les robots, alors je l'ai dit dans mon introduction, les robots domestiques, destinés au grand public, j'ai recité les robots aspirateurs, les robots piscines, les robots tondeuses autonomes, etc., les robots jouets. Et la robotique contemporaine, elle repose de plus en plus sur les technologies d'intelligence dites artificielles, qui vont permettre le développement de capacités humaines, comme la perception, l'utilisation du langage, l'interaction, la résolution de problèmes, l'apprentissage et même la créativité. Et je vous dis même le sens de l'humour. Alors vous vous posez peut-être la question, évidemment, je vais me parler un petit peu de l'histoire, de l'origine des robots, mais c'est important de le rappeler, de voir quel était notre rapport aussi avec les robots, qui est extrêmement imprégné par notre culture, par la littérature, la science-fiction. Donc je vous ai fait un petit schéma pour voir ce qu'était un robot, donc je vais expliquer. Donc je vous l'ai dit, sur la définition du robot ou des robots, il n'y a pas de consensus. Je vous dis même entre eux, entre informaticiens, cybernéticiens, des fois c'est un petit peu des discussions un peu compliquées, complexes on va dire, et il n'y a pas de consensus. Donc je vais essayer quand même d'en trouver un. Donc on peut définir le robot comme une machine munie de capteurs. Vous voyez sur le schéma, alors, il a un petit peu bougé mon petit carré, bon bref, c'est pendant le voyage dans le train je pense. Donc c'est une machine munie de capteurs qui vont lui permettre de recueillir des informations sur son environnement. Et ces stimuli vont être analysés en temps réel par des processus qui vont permettre au robot de déterminer ses actions, soit la marche, soit attraper un objet, etc. etc. Et puis, il faut aussi se rappeler qu'il existe 6 domaines d'application de la robotique. Donc on a la robotique industrielle, je reviendrai tout à l'heure, j'ai mis 4D, j'expliquerai ce que sont les 4D. On a la robotique logistique, la robotique militaire, la robotique à l'école, la robotique médicale et la robotique de service. Donc la robotique industrielle, ce sont les bras industriels qu'on rencontre dans les usines, et puis on parle aussi maintenant de cobotique. Ça veut dire que le robot il va être de plus en plus proche de l'ouvrier. Alors le robot va être moins important, il va être moins dangereux dans ses gestes pour ne pas blesser l'ouvrier, mais on parle de cobotique. Donc la robotique logistique, c'est tous ces appareils, je vais citer une marque, voilà, vous après pour la diffusion, mais Amazon, vous voyez, pour récupérer les colis, etc., dans leur centre de logistique, ils vont utiliser de plus en plus de robots logistiques. On a la robotique militaire, donc vous avez des robots, regardez du côté des Russes, allez sur le web, regardez du côté des Russes, du côté des Américains, la robotique militaire est extrêmement développée et, je mets les guillemets, extrêmement impressionnante. On a la robotique à l'école, donc il y a de nombreux robots, des robots ça peut être des robots pour, avec
Voilà, répandre, je cherchais le terme, répandre des pesticides, vous avez des robots cueilleurs de fraises, vous avez des robots, voilà, un tas de robots dans l'agriculture. Et c'est vrai que le domaine agricole, on n'y pense pas, mais au niveau des nouvelles technologies, de la robotique et tout ce qui est objet connecté, c'est un secteur en plein essor. On a la robotique médicale, donc on reviendra tout à l'heure plus en détail, et puis on a la robotique de service. Donc la robotique industrielle, je vous ai mis les 4D, donc en fait c'est du mot anglais, c'est Dual, Dirty, Dangerous, Dump. Donc c'est Dual, c'est clair, Dirty, c'est sale, dangereux, et puis débile. Donc ça correspond à la robotique industrielle, et ça va évoluer. On va à la robotique de service, les choses vont bouger, je ne sais pas pourquoi. La robotique de service, donc les 4E. Donc ça concerne aussi un peu le sujet, hein, c'est tous les robots qui vont aussi être utilisés aussi dans le monde de la santé. Donc les 4E, c'est Everyday, E-Health, Education et Entertainment. Donc tous les jours, e-santé, donc ça nous concerne pour aujourd'hui, tout ce qui va être éducation et tout ce qui va être divertissement. Alors, je termine sur cette partie sur notre petite connaissance sur les robots. Il est important aussi de se rappeler, parce que les médias un petit peu brouillent un petit peu les pistes ces temps-ci, annoncent de nombreux robots qui ont certaines capacités, mais je vous le rappelle qu'ils sont dans les laboratoires et on n'a pas ces explications. On a l'impression qu'il y a des robots qui savent faire des saltos, des sauts en arrière, qui savent faire des choses extrêmement intéressantes. Oui, c'est vrai, c'est intéressant, ce sont des performances techniques, mais pour l'instant elles sont limitées uniquement et seulement dans des laboratoires. Et j'insiste sur ce point, pour l'instant l'intelligence des robots s'inspire de l'existant et le reproduit. Ils sont dépendants de l'humain dans un environnement très explicite. Alors, une autre question, une représentation universelle des robots. Mon imaginaire, votre imaginaire, notre imaginaire est marqué par une des œuvres littéraires cinématographiques des robots. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite infographie, donc j'ai demandé l'accord du graphiste qui s'appelle Daniel Niari, qui vit aux États-Unis. Il m'a gentiment permis de diffuser cette infographie. Donc là, si je passais un petit quiz ou si on faisait un jeu, vous reconnaîtrez nombreux robots, vous avez Astro Boy, vous avez Terminator, Wall-E, etc., etc. Donc vous voyez bien que notre imaginaire est marqué par tous ces robots. Et dans ces œuvres, on voit bien aussi que les possibilités illimitées, les potentialités, les dérives ou les limites de l'intelligence des robots sont en général au cœur de ces intrigues. Pensez à Astro Boy par exemple, à Terminator. Mais je veux relativiser un petit peu tout ça, donc je suis allée voir du côté des informaticiens. Donc là, je vous recommande des travaux de Pierre-Yves Boudeyer qui nous dit ceci en 2006. Donc les fictions occidentales et orientales diffèrent considérablement dans la manière de représenter les robots. Alors qu'ils sont typiquement la cause de grandes catastrophes dans les histoires occidentales, j'ai fait référence notamment à Terminator par exemple, ils sont au contraire souvent les sauveurs de l'humanité dans les histoires asiatiques. Et là, je fais référence à Astro Boy. Vous savez qu'Astro Boy, il a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour protéger le pays. Vous voyez, après Hiroshima, etc. Donc vous voyez, il y a quand même une dichotomie entre les représentations occidentales et les représentations orientales. Je trouve que c'est extrêmement important de les avoir à l'esprit. Et puis, Pierre-Yves Boudeyer poursuit son intervention par ceci. Il nous dit que ces deux univers de fiction ont deux grandes similarités. Ils ont eu et continuent d'avoir un impact très important dans notre imaginaire populaire. Les gens vont concevoir des robots à travers du prisme de ces romans, de ces mangas, de ces films. Et ils sont aussi, et j'insiste sur ce point, en décalage avec l'état de la réalité technologique sur laquelle travaillent chercheurs industriels. Donc, je vous l'ai dit et je le répète, je suis dans la communication, donc la communication, la répétition, c'est la base de la com. On mémorise mieux aussi en plus après. Donc les robots, on conçoit nos robots, on imagine, on pense peut-être nos robots au travers des prismes de ces romans, d'Asimov par exemple, de ces mangas, Astro Boy, et puis de ces films, L'homme bicentenaire, Terminator, etc. Vous en avez nombreux. Donc, à l'image du golem que je citais au début de cette intervention, qui est considéré dans la religion hébraïque comme protecteur, alors qu'il est perçu aussi comme destructeur par les chrétiens. Donc ces deux visions correspondent bien à la perception actuelle des robots. Nous voyons bien que nous leur attribuons des compétences, des intentions, des capacités, marquées notamment par notre imaginaire et collectif et repris très souvent par les médias, mais qui ne correspondent pas avec les attentes, avec plutôt les capacités des robots actuels, et créent aussi des attentes irréalistes vis-à-vis des robots, parce qu'on a l'impression que le robot, il a des capacités
quelque peu surhumaine. Mais il est encore très dépendant de l'humain dans un environnement extrêmement explicite. Donc on arrive à la troisième et dernière partie de ma conférence que j'ai intitulée « Des robots au chevet des patients français ». Donc dans cette troisième et dernière partie, je vais citer de nombreux exemples de robots qui sont utilisés dans les hôpitaux français. Donc j'ai essayé de faire un recensement plus ou moins exhaustif. Hein, mais vous voyez, ce qui est aussi très difficile quand on étudie tout ce qui est numérique ou nouvelles technologies, c'est que ça va très très vite. Il y a de nouvelles choses qui vont apparaître, etc. Donc il y a peut-être des oublis, mais j'ai essayé de refaire un petit spectre hier, mais je n'ai pas vu de grandes innovations. Donc ce sont vraiment des robots, je dis bien, ce ne sont pas des tests, ce ne sont pas des robots qui sont encore dans le laboratoire, c'est des robots qui sont opérationnels. Donc dans le domaine de la santé, du bien-être, les robots sont de plus en plus utilisés. Donc les robots sont utilisés dans les soins thérapeutiques, dans les soins de réadaptation, dans le soin des personnes âgées, le traitement des enfants avec des troubles spectre autistique, le traitement de personnes victimes d'un traumatisme médulaire, par exemple, on peut utiliser des exosquelettes. Et puis ce marché, c'est aussi important au niveau de l'économie, ce marché semble très prometteur. Il pèserait environ de 1 à 2,5 milliards d'euros en 2018. Alors, tout ça pour le domaine de la santé, de 1 à 2,5 milliards d'euros, donc c'est un secteur extrêmement prometteur. Donc là, ce que je vais vous proposer, ce sont des photographies de robots qui sont utilisées dans des robots, dans des hôpitaux, pardon, et à chaque fois, je vais commenter ce robot, je vais présenter ce robot, et on verra quel usage j'ai fait dans les hôpitaux. Donc là, je ne sais pas si vous reconnaissez, ça vous parle ce robot? C'est un robot semi-autonome qui est utilisé aux chutes de Caen, notamment aux chutes de Caen et aux chutes de Rouen, c'est le robot Da Vinci. Donc c'est un robot qui est utilisé en chirurgie, principalement dans le cancer de la prostate. Donc, vous voyez, il est là le robot. Vous voyez, c'est un bras. Je ne sais pas si vous voyez sur la droite. Vous voyez, il y a une sorte de 4 ou 3 bras. Donc là, il y a le médecin qui va le téléguider parce qu'il est téléopéré. Donc il existe depuis une quinzaine d'années. Donc voilà. Alors il est, je vous dis, en utilisation au chute de Caen, au chute de Rouen. Il vient des États-Unis. C'est un robot américain. Et alors, c'est vrai qu'il était considéré un peu comme formidable pour le cancer de la prostate, mais depuis quelque temps, il est un petit peu critiqué parce qu'il y a des complications après les opérations. Mais néanmoins, l'avantage de ce robot, c'est qu'il permet d'atteindre des zones que l'humain ne pouvait pas atteindre lors d'opérations, notamment le cancer de la prostate, et puis aussi au niveau de la chirurgie cardiaque. Alors, les avantages de ce robot aussi, c'est une réduction, puisqu'on a en rentabilité dans les hôpitaux, ça va faire plaisir à l'administration. Donc, c'est une réduction de la durée d'hospitalisation. Et puis aussi une perte de sang moindre pour le patient, et puis des complications post-opératoires qui vont diminuer. Mais bon, là, c'est un petit peu contesté dans les dernières études. Donc, c'est le robot Da Vinci. Le petit robot, est-ce que vous le connaissez? Il est très médiatique. Ouais, c'est Nao. Donc là, il est en orange, rouge, il existe aussi en bleu. Donc c'est un robot humanoïde. C'est un robot qui a été créé par une société française qui vient d'être rachetée par une société qui est Hong Kong. Donc voilà, nous venons de perdre ce petit robot, Nao, mais bon, voilà. Donc c'est un robot humanoïde qui fait, alors quand il est debout, là il est assis, il fait 57 cm. Il pèse 5,3 kg et il peut, je ne dis pas, pour être précise, donc il peut se lever, s'asseoir, jouer, percevoir son environnement, se repérer dans l'espace, entendre, discuter et parler plusieurs langues. Donc il comporte une multitude de capteurs, de caméras, de microphones, de moteurs, de logiciels pilotés par un système d'exploitation, d'intelligence dite artificielle qui s'appelle Zora. D'ailleurs, on a tendance à confondre quand vous allez sur le web, on l'appelle souvent Zora, mais il s'appelle Nao. Et son système d'intelligence artificielle qui s'appelle Zora. Donc il ne faut pas confondre Nao et Zora. Donc c'est un assistant d'éducation, on peut le considérer comme un coach pour les personnes âgées, de co-animateur d'ateliers thérapeutiques, d'aide dans la gestion de la douleur pour les enfants hospitalisés, de téléprésence pour les enfants hospitalisés. Donc je disais que Nao il est aussi utilisé dans certaines approches thérapeutiques auprès d'enfants atteints de TSA. Donc il est utilisé de façon expérimentale, il est utilisé aussi au centre, par exemple au centre Bouloche à Paris,
Donc il y a des chercheurs, dont Olivier Duris, qui fait partie de l'Institut ERHR. Donc il a étudié NAO et il a vu qu'effectivement, dans certains cas, il pouvait favoriser les interactions, servir de médiateur entre le thérapeute et l'enfant. En 2017 aussi, NAO est testé aussi à l'hôpital Oscar Lambret à Lille. Là, NAO il se trouve dans une salle de classe avec un smartphone posé sur sa tête. Le smartphone filme ce qu'il voit et l'envoie directement sur une tablette à un enfant hospitalisé. Donc là, c'est un système de téléprésence, ça permet à l'enfant d'assister quand il est hospitalisé pour une longue durée, d'être téléprésent, je ne sais pas comment le formuler, à des cours. Donc voilà, donc c'est un système de téléprésence pour l'enseignement de l'enfant. À l'automne 2016 aussi, on va se rapprocher, on va revenir en Normandie. NAO est intégré au service aussi pédiatrique de l'hôpital d'Évreux. Donc il favorise l'interaction avec les enfants hospitalisés. Il va les aider à mieux gérer leur angoisse et la douleur, donc au moment de soins un peu invasifs, etc. Et puis en 2019, NAO il va être aussi utilisé dans un hôpital aussi à Strasbourg. Donc ici, il va jouer une sorte de rôle, il va être considéré plutôt comme un médiateur dans la prise en charge thérapeutique d'enfants et de rééducation fonctionnelle. Donc voilà, donc NAO, on voit bien que c'est un nouvel outil extrêmement intéressant, en particulier aussi dans la santé mentale, qui va permettre, alors il est particulièrement utilisé auprès d'enfants. J'aurais pu aussi dire qu'il est aussi utilisé dans les EHPAD auprès de personnes âgées. Il peut servir aussi de coach sportif, de faire des exercices de gymnastique avec les personnes âgées, on met sur une table, voilà, il apprend à faire des actes gymnastiques, ou il peut aussi être utilisé pour raconter des histoires aux personnes âgées ou avoir une sorte d'interaction avec les personnes âgées. Donc c'est un robot polyvalent. Pour l'enfant, il va surtout détraumatiser l'hospitalisation, il va atténuer l'anxiété de la séparation avec la famille, il va permettre de se détourner de l'attention lors de soins douloureux, d'accompagner aussi la motricité, je pense aussi aux personnes âgées, il maintient le lien social avec ses amis ou avec sa famille. Donc on va laisser Nao et on va se diriger vers un autre robot. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais, c'est un bébé, voilà, c'est un robot à corporalité animaloïde, donc c'est un bébé phoque blanc. C'est même pour nos zoologies, c'est un blanchon. Donc c'est mon objet d'étude, donc je le connais un peu plus que les autres robots. Donc Paro, c'est ce qui veut dire personal robot. Donc c'est un robot social dit animaloïde, voilà, c'est-à-dire, je viens de le dire, corporalité animaloïde. Si vous voyez bien, c'est un bébé phoque blanc, voilà, un blanchon. Il a été développé en 1993 au Japon par le docteur Takanori Shibata. Donc nous en sommes à la 8e, voire peut-être à la 9e génération de Paro. Il a été introduit en France en 2014. Il y a plus de 5000 Paro dans le monde. Et il n'y en a plus. Alors j'ai vu le fabricant la personne qui commercialise Paro, il me semble qu'il y en a plus de 80, voire 90 Paro répartis dans toute la France. Donc Paro, il est utilisé pour quelle raison? Plutôt, on va rester plutôt sur la diapo, la photographie de gauche avec la personne âgée. Donc c'est vrai que Paro, il a été surtout utilisé auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés. Il y a de nombreuses études qui ont été menées, alors des études japonaises, anglo-saxonnes, francophones. Et je citais une étude française qui a été menée par le professeur Anne-Sophie Rigaud de l'hôpital Broca, qui a étudié les effets de Paro sur des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Et elle a fait une étude assez courte sur 5 patients pendant 5 semaines, à raison de 2 séances par 20 minutes, etc. Et les résultats indiquent quoi? Eh bien, les résultats indiquent un réel bénéfice concernant les troubles du comportement, notamment un apaisement de l'anxiété, de l'agressivité des patients. Il va favoriser l'interaction sociale, développer la communication verbale et non verbale. Et il va participer aussi à l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant. Donc, j'insiste sur ce point, c'est que ces études montrent que Paro a un impact
sur l'expression des sentiments, les échanges verbaux et gestuels, la recherche de liens et le contact de chaque individu, patient, personnel soignant, la famille aussi, que ce soit les enfants ou le conjoint ou la conjointe, apaisement de l'agressivité, il va inciter le contact tactile et verbal, le transfert de sentiments. Je vous l'ai dit, ça va améliorer les conditions de travail du personnel soignant, mais ça ne va pas diminuer la charge du travail du personnel soignant, bien au contraire. Donc justement, je vais en venir sur cette étude, donc je vais un petit peu développer ce robot. Donc j'ai étudié le robot Paro dans un centre hospitalier public de Normandie au printemps-été 2016. Et moi, je n'ai pas étudié les effets thérapeutiques de Paro, puisque ça avait déjà été effectué dans de nombreuses recherches. Moi, j'ai essayé d'étudier les conditions de travail. Qu'est-ce que ça allait changer dans le travail du personnel soignant? Qu'est-ce que ça allait amener? Donc j'ai montré, donc à partir de cette étude, donc j'ai observé Paro in situ, donc j'ai observé Paro lors d'ateliers individuels ou collectifs. Pour respecter aussi le secret médical, je ne pouvais pas accéder aux chambres au moment de la toilette, etc. Donc je demandais au personnel soignant qui souhaitait une réponse, je leur laissais une fiche, je leur posais des questions et ils répondaient comment ça s'était passé, comment ils avaient utilisé Paro, quel avait été le ressenti avec la personne, quelle avait été l'amélioration ou pas avec l'usage de Paro. Donc ça m'a permis de récolter un certain nombre d'informations et de les analyser après. Donc ce qu'on s'aperçoit, que cette thérapie non médicamenteuse, elle doit être perçue comme un outil complémentaire au travail du personnel soignant. Donc c'est bien un cothérapeute. Il est complémentaire dans le travail du personnel soignant. Il permet de recueillir des informations intéressantes sur l'état du patient. Ça peut être dans le passé, ça peut être maintenant, ça peut être dans le futur. Moi j'ai vu une patiente qui avait très très mal au pied et elle n'arrivait pas à l'exprimer. Elle avait du mal déjà à verbaliser. Elle a pris Paro pour montrer à l'infirmière pour montrer qu'elle avait mal au pied. Donc vous voyez que Paro est un médiateur, il permet d'indiquer certaines choses à certains moments, évidemment. Il ne faut pas généraliser, hein, c'est une étude assez courte. Donc je dis bien que Paro est un cothérapeute. Et puis vous avez vu là depuis quelques temps, donc là on est à l'hôpital de Brest. Donc Paro, il est utilisé aussi dans la gestion de la douleur. Voilà, quand il y a des soins, enfants, ça permet de détourner l'attention, un petit peu comme Zao. On va utiliser un petit peu la Paro, de la même façon peut-être que Zao. On va détourner l'attention, elle va permettre de jouer avec l'enfant. Donc c'est vraiment innovant, c'est le seul en France à faire ça. Et puis il faut aussi savoir que dans le Gard, il y a une école destinée aux infirmières qui utilise Paro comme un outil de formation. Donc vous voyez que ça va être quand même de plus en plus utilisé et intégré dans les formations du personnel soignant. Alors, Whip Hop, donc c'est un robot social humanoïde. Et puis c'est un robot, Cocorico on va dire, c'est un robot conçu par une société rouennaise. Donc c'est un robot made in Normandie. Vous voyez qu'il a une forme un peu humanoïde, un petit peu particulier, longiligne, multicolore. Il n'a pas vraiment, il n'a pas les yeux, etc. Il a une tablette au centre. Donc il mesure 1m40, il pèse 9 kg. Donc il peut être déplacé facilement, je crois qu'il est sur roulette. Donc c'est un design très pop, très épuré, très coloré. Moi il me fait penser un petit peu au mannequin articulé en bois, au cédar, vous savez, qu'on utilisait pour apprendre à dessiner, c'est à ça qui me fait penser. Voilà. Donc ce robot, vous l'avez vu au centre, il a une tablette, il a des capteurs tactiles sur les mains qui lui permettent d'interagir et il peut parler 119 langues. Donc à l'automne 2017, le robot Hope, on l'appelle Hope aussi, voilà, on va plutôt l'appeler Hope. Il est utilisé dans le service d'hémato-oncologie pédiatrique du CHU-de-Rouen. Donc ce robot, il est genré, on l'appelle elle, les constructeurs l'appellent elle. Il y a aussi des sujets d'études sur le genre des robots. Donc elle, sur citer les constructeurs, donc elle incite les enfants à interagir, à jouer avec elle, pour les apaiser, encore une fois comme Paro et Nao, pour détourner leur attention. Donc vous voyez, elle est placée à côté de l'enfant. Elle le distrait par quelques phrases rassurantes, des comptines, des chansons. Et donc l'objectif pour l'équipe médicale et soignante, c'est de réduire le stress des enfants et de leurs parents aussi, en les focalisant leur attention sur autre chose, notamment sur le jeu. Donc le jeu est aussi extrêmement important, comme on l'a vu avec Nao, Paro. Même pour les personnes âgées, le jeu aussi était une notion importante à ne pas oublier. Depuis 2016, donc l'Institut Hématologie et Oncologie Pédiatrique de Lyon, mis au point, utilise plutôt un robot de téléprésence. Donc c'est WikiE. Donc vous voyez ici sur la gauche,
Donc c'est un robot de téléprésence commercialisé par une société anglaise, il me semble. Donc les enfants hospitalisés le dirigent à distance depuis leur chambre grâce à un ordinateur portable avec une caméra qui se trouve à son domicile, dans sa classe ou à un autre lieu de son environnement quotidien. Et puis à l'autre bout, on va dire que sur l'écran du robot, son visage apparaît et ses proches peuvent interagir avec lui. Donc vous voyez, ça peut être extrêmement intéressant pour la famille. Quand un enfant est hospitalisé, il est séparé de ses parents, il est séparé de sa fratrie. Donc ça peut aussi être rassurant pour lui et aussi pour sa fratrie d'être en contact régulier. Donc c'est un robot de téléprésence. Donc là, il fait aussi l'étude d'une étude sociologique qui sera menée pendant 2 ans pour évaluer aussi la pertinence du dispositif et pour voir aussi sa généralisation. Donc c'est un robot de téléprésence. Puis là, on va laisser un petit peu le soin, on va se diriger vers d'autres robots. Dans un établissement nantais, il y a 2 robots qui sont nommés Betty et Daisy, qui sont utilisés par le personnel soignant. Donc ils sont programmés pour reconnaître le chemin entre le centre de traitement et le service de réanimation du CHU. Et puis là, on a aussi, alors c'est peut-être pas la photo du CHU de Caen, mais le CHU de Caen aussi vient d'acquérir un robot. Donc ce sont des robots dits pharmaciens qui vont préparer des médicaments, ensuite les distribuer aux malades. Je vous dis, le CHU de Caen vient d'acquérir cet appareil. Et puis à l'hôpital, comme à Caen, on trouve aussi des robots de logistique qui vont livrer le matériel ou les médicaments. Donc là, on a vu tous ces robots qui étaient utilisés, qui étaient opérationnels, et là je termine quand même sur 2 tests aussi. Donc là, ce sont 2 tests. Ce ne sont pas des robots opérationnels, mais je trouvais ça important de vous les citer. Donc là, vous avez un robot, vous connaissez? On dit que c'est le grand frère, parce qu'on parle de fratrie. Après, ça a à voir, je mets des guillemets. Donc c'est le grand frère de Nao, c'est Pepper. Donc Pepper, il est un peu plus grand, 1m40, voilà, il est articulé. Il est surtout utilisé, il y a la SNCF qui a fait des tests dans des gares pour orienter, pour les voyageurs, etc. Donc là, pareil, Pepper, il va utiliser dans des hôpitaux pour renseigner les personnes, etc. Donc là, il est en thèse dans 6 semaines dans un hôpital français. Et puis là, vous avez des pompiers. Donc là, c'est un robot pour apprendre à faire des massages cardiaques. Donc vous voyez bien, avec tous les exemples que je vous ai donnés, qu'il y a de nombreux robots qui investissent régulièrement dans les hôpitaux. Alors, principalement, je vous dis, c'est les robots Nao, c'est les robots Paro. Maintenant, il y a Hope. Donc ce sont des pistes peut-être intéressantes. Après, les études commencent à être menées, mais je vous dis, il y a des études qui sont en cours. Donc il faudra voir aussi la pertinence dans leur évaluation, les effets positifs et les effets négatifs, que ce soit pour le patient, que ce soit pour le personnel soignant et aussi pour les familles. Il ne faut pas oublier aussi les familles, surtout pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, chez les enfants. Donc j'en arrive à la conclusion. Donc effectivement, le robot, c'est exactement ce que je disais au début de cette conférence, les robots sont bien des objets culturels et il faut les placer dans leur environnement pour mieux les observer, les comprendre, les étudier, les analyser, les apprivoiser. Et le contexte est extrêmement important, primordial, dans la conception, on vient de voir, dans la conception, dans le design, que ce soit le design visuel ou le design sonore, l'acceptation sociale, l'usage, la fonction et la réglementation des robots. Bien entendu, ce que je vous ai présenté soulève des questions, des interrogations sociétales, légales et éthiques, notamment induites par le stockage de données, l'exploitation algorithmique potentielle de données personnelles collectées au sein de la sphère privée. Donc il est nécessaire de s'interroger notamment sur la traçabilité numérique des données issues des interactions entre les différents membres de la famille. Effectivement, je vous ai cité par exemple Paro, on en est à la 9e génération. Il me semble que ce qui va se passer aussi dans l'évolution de la robotique, c'est que les robots vont être connectés. Vous avez vu avec le robot à la marque Ramba, le robot aspirateur, on s'est aperçu que le robot, il ne captait pas que vos poussières, il captait vos données. Il pouvait donner la surface exacte de votre appartement, si vous étiez présent ou pas. Donc, évidemment, imaginez si on met... là, on a vu des robots qui étaient dans des institutions gériatriques, dans des EHPAD, dans les hôpitaux, UCC ou SSR, mais imaginez qu'on va de plus en plus développer des robots au sein des maisons, des habitats des personnes âgées. Donc imaginez toutes les données, tout ce que le robot va collecter. Alors il faut se poser la question, pour qui, pourquoi. Donc c'est aussi un sujet extrêmement intéressant, cette collecte et cette évolution des robots connectés.
Et puis toutes ces questions que j'ai soulevées montrent bien que les robots brouillent les frontières entre l'humain et la technologie, en soulevant des interrogations fondamentales quant à la responsabilité, à la capacité d'action, au statut moral peut-être des robots. La robotique de service que je viens de vous présenter, adaptée pour la santé, s'accompagnera d'une multiplicité d'usages qui pourront mettre en question les normes juridiques, provoquer des questionnements moraux et éthiques. Et puis l'introduction et l'usage des robots sociaux, il faut se poser la question, est-ce qu'elle va entraîner aussi une nouvelle organisation à l'hôpital? On est quand même dans une sorte de rentabilité, est-ce qu'on ne va pas vouloir aussi imposer ou vouloir des robots pour justement pallier ce problème? Donc il faut bien s'interroger sur la place et ce que nous voulons comme robots au sein de notre quotidien, et pas seulement en santé mentale. Donc les générations actuelles, futures, de personnes âgées sont peut-être plus à même peut-être de prévoir ces transitions. Je rappelle aussi que, avant que j'oublie, que la Haute Autorité de Santé préconise la diminution d'usage de thérapies médicamenteuses au profit de thérapies, de types de thérapies comme la thérapie non médicamenteuse comme paro, qui va favoriser effectivement l'arrivée de nouvelles technologies, et on parle aussi de plus en plus de gérotechnologie. Donc la relation que nous allons nouer avec ces machines est en effet appelée à devenir centrale, dans la mesure où nous allons interagir avec elles comme avec des êtres humains. Seulement, nous ne pourrons pas leur donner les mêmes droits moraux et les mêmes responsabilités qu'à des humains, et il ne faut pas, je pense, après je termine sur cette conférence sur ce point, je pense qu'il serait dommage peut-être de donner une responsabilité juridique aux robots. Je pense que ce serait une grave erreur, c'est aussi une perte de temps. On se focalise sur un problème qui ne devrait pas être. D'autres problèmes sont plus importants à gérer dès maintenant, sur le travail par exemple du personnel soignant, la cohabitation entre les robots avec les personnes âgées, les enfants, etc. Et puis, quand vous avez votre smartphone, est-ce que vous souhaitez donner des droits à votre smartphone? C'est une question étrange, n'est-ce pas? C'est pareil pour un robot. En fait, on a l'impression que ce robot, il a des traits humains, il ressemble de plus en plus à un être humain, mais c'est un leurre, c'est l'empathie artificielle qui va vraiment aussi se détacher de cet objet. Ce n'est pas un objet comme les autres, enfin je veux dire, il nous fait croire qu'il n'est pas un objet comme les autres, mais si, c'est un objet comme les autres. Donc il va falloir effectivement faire extrêmement attention, et peut-être ne pas lui donner des droits, ne pas lui donner de personnalité juridique à un robot. Et puis je termine sur ce point, rappelez-vous que le robot ce n'est qu'une machine, ou plus exactement pour citer Serge Tisseron, un robot c'est seulement un robot et c'est seulement un objet. Donc il a créé un néologisme, robot, objet, c'est un objet. Donc il faut juste, comme le souligne un informaticien, Rodolphe Gélin, établir un contrat de confiance avec les fabricants et les diffuseurs de ces robots. Et ce qui va rejoindre les propos de Serge Tisseron pour terminer cette conférence, il faut mettre en avant les droits des humains face aux robots plutôt que les droits des robots face aux humains. Et il est temps d'y réfléchir tous ensemble. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous présente aussi les principales références bibliographiques qui m'ont aidé à réaliser cette conférence. Vous avez à l'image de l'homme pour Philippe Breton, on vous a présenté tout ce qui était la culture, l'histoire, l'impact de la culture cinématographique littéraire sur l'image des robots. Vous avez les grands défis de la robotique du XXe siècle, donc c'est ODR, voilà. Le robot est-il l'avenir de l'homme, de Gélin et de Olivier Guillel. Un autre livre aussi, Jean-Paul Laumont, La robotique, une récidive des Phaistos. Ça, c'est pour la première partie de cette conférence. Et la deuxième partie de la conférence, vous avez l'ouvrage collectif de Serge Tisseron et Frédéric Tordeau, Robot, nouveau partenaire de soins psychiques, où j'ai aussi écrit un chapitre sur le robot Paro, sur l'impact du travail sur le personnel soignant. Vous avez Serge Tisseron, Le jour où mon robot m'aima, qui parle justement de cette empathie artificielle qui va être aussi extrêmement difficile, où le robot va nous leurrer, il va nous faire croire qu'il nous aime, mais en fait il ne vous aime pas. Voilà, il va capter vos données, il va s'habituer à vous, et il va vous renvoyer peut-être une image positive de vous. Laurence de Villers aussi, parce qu'il y a très peu de femmes aussi qui travaillent aussi, c'est un point important sur la robotique. Et oui, la robotique est genrée. Voilà, ceux qui la font, et ceux qui l'étudient aussi. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'hommes voilà, bon. C'est un autre sujet, c'est mon futur sujet. Donc des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité. Et puis un dernier point, alors ça c'est un gros pavé, c'est vraiment des questions juridiques,
Nathalie Devedjian, traité de droit et d'éthique de la robotique civile. Je crois qu'il y a plus de 1000 pages. Donc elle pose des questions voilà, sur les droits, ce que je viens de terminer, sur la question du droit, de la responsabilité morale, etc. du robot.